On va commencer. Bonjour à tout le monde. Alors, on commence cette séance. C'est plutôt une séance, comment dirais-je, de fondamentale de présentation de ce qu'on ira faire à partir de la rentrée. L'idée, pour ceux qui le savent, je la répète, et pour ceux qui ne la savent pas, je vais l'annoncer, est celle d'obtenir une approche différente aux choses. C'est-à-dire, je suis convaincu que l'histoire est une question de minorité organisée et le fait qu'aujourd'hui il y a des idées qui nous paraissent plus ou moins familiales qui risquent de devenir majoritaires ne veut absolument rien dire si la minorité qui s'en occupe n'est pas organisée. Alors, pour être organisé, il faut savoir de quoi s'agit-il. Donc, je crois que si on est dans une entreprise, il faut un comité d'entreprise. S'il est dans une armée, il faut un état-major. Dans une société de sport, il faut des directeurs sportifs, des directeurs techniques, et il faut savoir de quoi on parle. Alors, l'idée générale, c'est de commencer toute une action qui nous permette d'être protagonistes dans la société qui va venir, et d'être protagonistes autonomes, être protagonistes radicaux, mais être protagonistes d'une certaine manière gagnants. Alors, nous avons déjà commencé la même chose en Italie, on va la faire dans d'autres pays européens, donc ça sera fait au moins en anglais si ce n'est pas encore dans d'autres langues. Et déjà vous donne la liste des cours qui sont déjà disponibles que nous tiendrons à partir de de la rentrée. Les cours déjà disponibles en français, voilà, vous les avez. La subversion par là-haut, méthodologie communiste. La subversion par là-haut, par Léo, communisme et finance. Euro, banque centrale et politique monétaire, la racine du problème. Le pouvoir. Comment est le pouvoir et comment s'y rapporter? Agir sur le pouvoir. Et puis nous avons un cours à traduire, un cours de traduction sur la communication, le langage et l'expression politique. Et comme vous voyez là bien à la fin de cette présentation, nous pouvons aussi créer une poule française qui s'occupe de préparer d'autres cours en futur, parce qu'en fait c'est un travail d'équipe qu'on va faire. Je pense que nous avons un creux à remplir, un gap à passer, de façon d'être en mesure de rendre notre minorité organisée, capable d'être au moins compétitive si ce n'est pas gagnante. C'est chose qui ne l'est pas jusqu'au jour où ça tombe simplement le salut venant de l'étranger ou venant d'un succès électoral qui en soi n'a aucune solidité comme on démontrait en Italie et en Grèce. Je veux dire, s'il n'y a pas quelque chose de solide derrière, non seulement d'un point de vue idéologique, d'un point de vue mental, mais aussi d'un point de vue du pouvoir acquis et de capacité de travail d'équipe gagnante, même prendre le pouvoir institutionnel, alors admettons qu'il est encore une valeur vraiment importante, ne permettrait pas de faire grand chose parce que il y a des fondamentaux qui existent. Les fondamentaux qui existent ne sont seulement celles de l'idéologie. Il y a des fondamentaux que je peux appeler métaphysiques, philosophiques et spirituels, mais il y a aussi des fondamentaux qui sont techniques, matériels. Donc, par exemple, je ne veux pas jouer au football si je n'ai pas les jambes, pour aller très simple. Alors que souvent, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, les projets, comme vous savez bien, c'est vaste, parce que nous avons l'idée de non seulement de nous mettre en mesure de faire une préparation de cadres qui soit à mesure après de travailler dans le social et dans les politiques, dans tous les éléments, tous les courroies possibles, imaginables, parce que je suis plutôt pour une synergie et pour une action centripète plutôt que pour des questions sectaires. Mais il s'agit aussi de faire d'autres genres de formations. Entre autres, nous sommes engagés en Europe, en particulier en Italie, mais ça va s'élargir ailleurs, sur des possibilités de faire travailler les entreprises avec des gouvernements, notamment africains, sur une logique géopolitique dans laquelle l'idée est, si nous n'allons pas en Afrique, c'est l'Afrique qui vient en Europe, donc il faut renverser les choses et surtout donner la possibilité aux classes productives de produire et de ne pas nous laisser paralyser, etc. Alors, les cours que je vais lancer maintenant,
Aujourd'hui, je répète, c'est plutôt la présentation générale, sont les fondamentaux. Après, nous avons une liste sur laquelle on va travailler à partir du mois de septembre ou octobre. On va aussi faire d'autres choses, c'est-à-dire des cahiers de formation. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'à avoir un site international, un site européen à plusieurs langues qui puisse donner même naissance à des télé-hebdomadaires. Alors, ceci étant dit, on va commencer le cours d'aujourd'hui et après on va discuter là-dessus. Alors, ce sont deux séances récapitulatives assez particulières. La première concerne exactement le pouvoir de la société et la deuxième concerne le pouvoir de nous. Parce que si on ne commence pas par les fondamentaux mentaux, c'est-à-dire, si on ne sait pas exactement dans quelle mesure on se trompe dans la relation vis-à-vis des choses, on continuera de se tromper tout le temps. Alors, voilà, on commence par se mettre à l'auteur du temps. Voilà, vous voyez, nous vivons dans une époque tout à fait nouvelle, celle de la mondialisation, de l'explosion démographique, des satellites qui ont tout modifié, les pouvoirs, l'armement, le temps d'intervention sur le marché et la géopolitique. J'insiste sur ceci, parce que c'est un résumé assez élémentaire, mais le problème c'est que ce sont des concepts qu'on a dans la tête, mais qu'on n'arrive pas à voir dans les nerfs, on n'arrive pas à voir dans la peau, on n'arrive pas à voir dans la vision des choses. Et souvent, quand on s'oppose, au moins d'un point de vue psychologique, à la mondialisation, au mondialisme, ou à d'autres choses, par exemple l'immigration, ou quand on pense aux différences qu'on liait dans les pays du monde, parmi des puissances, on reste bloqué à des idées, à des concepts qui sont datés. C'est-à-dire, on n'a pas, même quand on parle de souveraineté, on ne se rend pas compte, par exemple, que de toute manière, aucune nation, aucun État ne peut être souverain aujourd'hui s'il ne possède pas une énorme force satellitaire. Si on ne connaît pas l'explosion démographique, on ne sait pas comment faire face. Et on ne se rend même pas compte que l'intervention de satellites parce que un intellectuel italien qui en plus est un homme de finance qui s'appelle Geminello Alvi, appelé le nomos de l'air, a fait changer même en bonne partie les fondamentaux de la géopolitique. Donc parfois j'assiste à des analyses sur les compétitions mondiales basées sur la logique géopolitique qui précède les satellites. Si on comprend pas la nouvelle ère, on risque d'être toujours à côté de la plaque. C'est pas très important parce que la question des analyses ne concerne que très peu de gens. Mais si on pense de faire une sélection pour arriver à agir, je pense que l'analyse doit être le plus réelle actuelle possible. Alors, notre société est nouvelle, ça c'est fondamental à savoir. Elle a perdu tous les signes qui la rendaient une communauté. Nous sommes des masses d'individus seuls, parce que ce qu'on disait à l'époque aux années 60 ou même aux années 50, qui disaient certains analystes, on peut appeler intellectuels ou idéologues nationalistes, disaient que la massification et l'individualisation ne s'opposent pas, sont la même chose. La massification, c'est la naissance d'individus atomes, et les individus atomes ne forment qu'une masse, qui n'est pas un peuple. Nous sommes de masse d'individus seuls, habitués à répondre aux impulsions immédiates. Comme vous voyez, là, on a choisi les Android, le téléphone, parce qu'on est tout le temps connecté quelque part. Nous sommes toujours en ligne et nous sommes proies du langage binaire. Donc, il faut toujours choisir oui, non, c'est pour ci, c'est pour là, c'est maintenant, etc. Et donc, on est souvent prises de choses qui nous paraissent immédiates et concrètes, mais qui nous laissent complètement à côté de la plaque. Notre civilisation est virtuelle. Nous formons des communautés dans les réseaux sociaux ou en tribunes urbaines de foot et ou politique. Notre rapport avec la politique est uniquement celui du supporter. Et même ce que nous voudrions changer, nous pensons déléguer à tel groupe ou tel politicien qui devrait
prendre le pouvoir. Vous avez les exemples habituels, on espère qu'Ofer, on espère que Marine, on espère que Poutine, on espère que je ne sais plus qui, et en réalité, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire, on n'a pas l'idée d'avoir éventuellement un chef et avoir une armée, et de savoir avec l'armée qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre une place, une tête de pont ici, on va créer des infrastructures, on va engager. Non, on est là comme des supporters. On s'habille, on se tatue, on s'habille d'une certaine manière, donc on pense de faire partir de quelque chose qui n'est autre chose que notre milieu anthropologique, et on espère que quelqu'un change les choses. Mais c'est quelqu'un ne peut pas changer les choses, parce que les choses ne se changent pas par un coup de baguette magique, elles se changent simplement s'il y a un travail derrière, un travail bien fait. Justement, le pouvoir ne se prend pas. Le pouvoir politique est désormais, celui qu'on appelle le pouvoir politique, est désormais le pouvoir administratif. La souveraineté nationale est réduite, et non seulement à cause des traités, mais aussi du pouvoir effectivement et irrémédiablement perdu dans l'ère de satellite des espaces continentaux. Donc face à une nouvelle une planète où les espaces continentaux ou subcontinentaux sont les sujets, et dans lequel en plus nous sommes en perte démographique terrifiante, si on n'a pas la capacité au moins de gérer un pouvoir de satellite, on n'a aucune souveraineté, parce que souveraineté, c'est pas une théorie. C'est-à-dire, si on décide que l'État, par exemple, peut décider des conneries des impôts de l'armée, il faut qu'il ait, ou des marchés, il faut qu'il ait la possibilité de le faire. Mais si les marchés ou les armées ou la finance lui échappent parce que l'État ne reste qu'un résidu d'autre chose, il ne pourra pas le faire. Donc il faut, si on ne cède pas, si on ne se rend pas à l'idée de la mondialisation, il faut renouveler la souveraineté dans une façon actuelle, possible, concrète. Autrement, on passera tout notre temps à dire que c'était bien avant-hier. La question qui se pose est que faire, ou mieux, faire comment? Peut-on reconstruire des corps sociaux? Peut-on prendre une importance politique réelle directe qui fait extraction du supporter et du spectacle? Peut-on acquérir du pouvoir? Et si oui, comment? Le cours que nous tiendrons ont ce but: clarifier s'il est possible de faire quelque chose, quoi et comment. La société. En dessous, donc, de l'oligarchie dominante et de la classe des privilégiés, se trouvent aujourd'hui les simples citoyens isolés, les catégories sociales en retrait, de campagnes aux usines, et les lobbies des personnes qui s'entraident entre eux, musulmans, gays, paroisses, etc., au détriment de la majorité impuissante, parce que ceux qui ont des liens et des réseaux ont une force. Mais la plupart des gens n'ont aucun lien, aucun réseau. Donc la plupart des gens sont proies des choses et sont impuissants. Les pouvoirs. Comme nous le verrons en détail dans le cours qui auront lieu à partir de la rentrée, au-dessus et au-dessous du pouvoir classique qui est le politico-administratif et qui n'a de liberté et très limitée que dans le fiscal et dans le clientélisme, il y a un pouvoir plus haut et un pouvoir plus bas. Le pouvoir plus haut est celui de ce que l'on nomme les pouvoirs forts, qui sont internationalistes, qui sont oligarchiques et qui ont le monopole de tout ce qui compte: finance, communication, armement, énergie, drogue. Fondamental, parce que je vois que depuis que le monde diplomatique n'en parle plus, personne ne sait plus qu'est-ce que c'est, mais l'économie de la drogue est presque importante comme l'économie du pétrole. Et la géopolitique de la drogue, c'est une logique très importante pour comprendre beaucoup de choses. Par exemple, la raison pour laquelle, dans la question turco-syrienne, les gens qui sont le plus armés par l'Occident, c'est les Kurdes. Parce que les Kurdes, ce sont le principal, sont les principaux producteurs et de drogue de toute cette dorsale. Donc, si on connaît pas beaucoup de choses, on n'arrive pas à les comprendre. C'est pas fondamental en soi. Il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales, mais c'était pour l'ajouter. Il y a cependant un pouvoir plus bas,
un ensemble de pouvoirs diffus ou des micro-pouvoirs économiques et des communications, un véritable entrelac énorme. Je vous avance quelque chose qu'on verra à la rentrée. Il y a un fort débat parmi les sociologues sur le pouvoir. Il y a des gens qui disent que le pouvoir est complètement concentré et des gens qui disent que le pouvoir est complètement diffus. Donc, qui expliquent que, par exemple, des gens qui s'occupent de Twitter, d'Internet, etc., de Facebook, seraient capables de changer la donne dans la société. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous annonce, je vous la décris. S'il y a 3 niveaux de pouvoir, il est tout à fait inutile de s'en remettre au deuxième, les politiques constitutionnelles, comme on fait d'habitude, si on n'est pas déjà dans le premier, c'est-à-dire le pouvoir fort, ou dans le troisième, car autrement on n'a aucune possibilité d'avoir une incidence sur le pouvoir politique. Pourquoi? Parce que, admettons que moi, je devienne président de la République ou ministre de quelque chose. Le pouvoir politico-administratif est un pouvoir déjà existant. Donc, ce que je dois faire, c'est arriver là pour essayer de l'interpréter. Je ne veux pas le changer plus que ça. Alors, si je n'ai pas 2 éléments concrets pour pouvoir faire de pression, même si je suis les plus honnêtes et les plus idéalistes des hommes, je ne pourrai rien faire. Bon, en plus, normalement, les gens qui y arrivent ne sont pas idéalistes, ne sont pas honnêtes, mais ça arrange mieux les choses. Mais l'opinion générale, justement, selon laquelle politiciens et syndicalistes sont tous dévendus, qu'elle soit vraie ou fausse, n'explique pas tout. Les politiciens sont des médiateurs et ne peuvent faire des médiations qu'entre 2 pouvoirs, au moins. Ce qui explique, par exemple, une chose, ce qui explique pourquoi l'Allemagne est beaucoup plus forte que la France, que l'Italie, que la Grèce dans le poids général. On peut l'expliquer aussi pour une certaine volonté des Allemands qui sont réussis à se remettre debout d'une façon terrifiante, mais tout le statut social et économique allemand, aujourd'hui on peut appeler des capitalismes rhénans, qui part de Bismarck et qui suit même la brève mais intense période précédente à la Deuxième Guerre mondiale, a créé des économies particulières. En Allemagne, nous avons encore même des instituts financiers qui sont liés à la participation sociale. Les grandes entreprises sont actionnariat social à niveau de Länder, etc. Donc, un politicien allemand, quand il va s'asseoir, même à côté de Rothschild ou de Soros, il a quand même des éléments sur lesquels il peut se baser, et il y a des gens auxquels il doit référer. C'est ce qui permet que l'Allemagne soit plus forte et plus concrète que les autres pays. C'est simplement une question de système, des systèmes de choses, des systèmes de force. Alors, qu'ils puissent ou ne pas être plus ou moins d'accord sur les 1000 façons dans lesquelles l'Allemagne se présente et se représente, c'est à ce moment-là secondaire. L'Allemagne, comme la Chine, par exemple, et autre chose, ce sont des pays qui ont des possibilités de faire valoir un minimum de choses parce qu'il y a d'autres pouvoirs sur lesquels ils s'appuient. Nous, dans le sud d'Europe, les pouvoirs que nous avons sont les pouvoirs des clientèles, les pouvoirs des mafias, des pouvoirs de corruption. Donc, c'est pour ça que nous allons de plus en plus vers le bas. On étudiera de près ces pouvoirs et surtout nous lancerons une idée, celle de la création du pouvoir, parce que il n'y a pas que justement si la question c'est de se faire valoir par rapport à des pouvoirs qui sont plus forts, il faut créer d'autres pouvoirs, parce qu'on peut pas aller chez quelqu'un. C'est comme si je suis un ouvrier et mon patron veut me licencier parce qu'il veut disloquer, je ne sais plus, au Vietnam. Ce n'est pas parce que je vais lui dire mais c'est pas honnête, c'est pas gentil, je suis pas d'accord, qu'il me gardera. Donc soit je crée des situations comme par exemple ce que j'avais dit auparavant, la propriété d'actionnariat social de l'entreprise, donc ça il peut pas le faire. Soit j'ai des éléments de nuisance, des éléments de chantage, comme ils avaient les syndicats des années 60, soit je peux rien faire. Donc il faut créer un pouvoir. Si tu crées pas un pouvoir, tu ne peux qu'y pleurnicher.
ou espérer que quelqu'un, qu'à l'improviste, il y arrive à Ivano et remet sur le tronc Richard, qui en plus était beaucoup plus c'est plus gens, mais ça c'est autre chose. Des pouvoirs autonomes, locaux ou des catégories sociales peuvent opérer une composition de la société communautaire et en même temps fournir des contrepoids au pouvoir fort. Donc, je suis convaincu que l'avenir, s'il y aura un avenir, évidemment, l'avenir est ancré sur une logique à la fois coopérative, sociale et corporatiste, parce que ce sont les questions de les dynamiques, les forces mises en forme contre l'informité. Et ces débats se produisent dans tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a un très fort bras de fer à l'intérieur du système financier et capitaliste international, où, par exemple, les Allemands sont contre la BCE et la BCE contre les Allemands. Les Allemands gardent des éléments de sociaux et pré-corporatifs, et la Banque centrale, en particulier Draghi, notre grand chef, grand italien du parti jésuite, il est en train d'essayer d'imposer la logique WASP de destruction de toute possibilité participative à la finance. Le rapport de force doivent être pris en compte. Les pouvoirs forts ne sont pas neutres. C'est pas qu'ils changent, ils ont quand même de fortes connotations et poursuivent des objectifs contraires aux intérêts sociaux et nationaux. Ils ne sont pas attaquables non plus frontalement, c'est hors de question. Je veux dire, personne n'a la force. Entre autres, j'entends un autre mythe très daté, parce que on arrive toujours à être en retard. Donc, j'entends aujourd'hui dans les milliers nationaux est devenu de mode ce qu'on disait il y a 40 ans. Simplement, il y a 40 ans, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, l'idée qu'il puisse avoir une force, un ensemble de forces mondiale qui puisse se libérer de l'emprise américaine. C'est absolument à côté de la plaque, non seulement parce que toutes les forces sont là, forces nationales, plus ou moins impériales, que ce soit les Turcs, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Allemands, que ce soit qui vous voulez, les Indiens, ils essayent de trouver, de s'arranger avec les Américains, et pas de se battre contre les Américains, mais surtout les Américains sont beaucoup plus forts de tout le monde aujourd'hui. Alors, si quelqu'un pense que quelqu'un puisse déclarer la guerre aux États-Unis, ça me fait rire. Bon, je peux la faire aussi. Je passe un coup de fil, on apporte immédiatement une camisole. Donc, il faut quand même faire un travail beaucoup plus important et beaucoup plus profond et beaucoup plus long, mais beaucoup plus concret pour pouvoir obtenir l'autonomisation continuative. On peut donc recréer liberté, autonomie et sociabilité en faisant non des ghettos, ça c'est important, mais des réseaux dans une logique productive. S'il faut produire, quand on dit produire, c'est pas la production capitaliste, c'est la production. La production fait du travail, la production fait vivre la terre, la production c'est l'antithèse de la paralyse. Par contre, nous subissons en toute Europe ce qui était la logique du plan Morgenthau des années 45-46, c'est la destruction de la production et la destruction de l'ethnie. Et c'est voulu par les spéculateurs. Et de là, on peut aussi agir sur le pouvoir politique institutionnel. Pour ce faire, on doit maintenir une voie dialectique et surtout, on doit créer un pouvoir. Autrement, cela sera vain. Donc, quand je m'assois vis-à-vis de quelqu'un, ou même quand je gifle quelqu'un, ou même quand j'essaie de donner un coup de poing à quelqu'un, il faut que j'ai mes arrières, que je sais ce que je vais. Autrement, je suis simplement hystérique ou ridicule. Et surtout, je suis pas utile. En faisant cela, nous devons avant tout procéder culturellement dans la progressive libération du besoin induit et de l'hypnose, qui font de l'homme un esclave volontaire qui s'enchaîne tout seul. Je vais faire un exemple très bête. En Italie, il y a 22 ans, il y a eu quelque chose qu'en France, on espère, les Français espèrent qu'il arrive demain en France, c'est-à-dire il y a eu un passage il y a eu la victoire électorale d'un Front National Populaire, où il y avait la Lega, Nord, où il y avait les anciens du MSI, où il y avait les libéraux, mais les libéraux productifs, pas les libéraux spéculateurs, et ils ont gardé le pouvoir, ils ont entré au gouvernement, aux administrations,
pendant 20 ans, le gouvernement 10 ans sur 20, les administrations 20, 22 ans, etc. Donc, tout ça a fait complètement basculer psychologiquement et la télé, les journalistes, etc. ont changé complètement l'attitude psychologique vis-à-vis des nationalistes et des néofascistes. Donc, c'est comme si, à l'improviste, aujourd'hui, en France, les journalistes de TF1, etc., commençaient à parler très bien, non seulement de Marine, ce qui est facile, mais de Jean-Marie, et même peut-être, pourquoi pas, de Sirbois, et encore plus arrière, on commencerait peut-être à discuter même le rôle de Pétain. Bon, ça, c'est ce qui est arrivé en Italie, mais ce qui est arrivé une minute après, c'est que les gens qui étaient accueillis comme ça ont commencé, eux, à prendre la distance et à s'excuser, on ne sait plus de quoi. Donc, les chaînes n'ont pas été mises, ils se sont mises, les chaînes. Et après, bon, ils n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit, parce qu'en 20 ans, à part voler de tous les côtés, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire passer une journée de mémoire pour les massacres des Yougoslaves de gens italiens pour des Trieste, qui est très sympathique, qui est très gentil, mais je veux dire, pour cela, on aurait pu demander simplement de faire une pétition et demander ça à n'importe quel ministre, à n'importe quel gouvernement. L'étude des progrès mécaniques ne sera donc pas suffisante. Il faudra aussi en comprendre les fondements idéologiques et encore plus psychologiques. Parce qu'on voilà, si, surtout, et ça sera fondamental sur la communication, je vous anticipe quelque chose, dans la communication, il y a toujours l'attitude d'être sous procès. C'est-à-dire, la personne qui vous interroge, il se porte un juge d'instruction. Et vous portez immédiatement personne qui est inculpée. Alors que vous acceptiez d'être coupable ou que vous refusez d'être coupable, vous êtes des inculpés. Et de toute façon, jusqu'à quand vous êtes des inculpés, vous êtes perdants. Et ça, c'est c'est un des éléments fondamentaux, les psychologiques et les fondements idéologiques. Et puis les fondements idéologiques, c'est que souvent on pense, ça c'est une naïveté terrifiante. Souvent, surtout, alors les gens de droite dans l'ensemble sont parfois cyniques, mais sont naïfs. Quand ils se trouvent en face de gens qui utilisent la dialectique démocratique, eux, ils croient que les autres, d'une certaine manière, croient la dialectique démocratique, ils croient la dialectique, ils croient le fondement. Donc, si on ne connaît pas exactement quel est le niveau de pourriture de la personne qu'on a en face, et si on ne connaît pas les mécanismes avec lesquels on y est, on reste prisonnier. Si on n'a pas bien à l'esprit, dans le cœur, l'opposition entre les pôles de la culture dominante et les pôles traditionnels sur lesquels se fonde notre civilisation millénaire, on ne pourra mener aucune action victorieuse, parce qu'on restera prisonnier d'idéologie dominante dans notre vie de tous les jours. L'alternative ne peut être que radicale, parce qu'elle réside dans la résine, et non dans de simples divergences d'opinion. Alors là, je rejoins aussi Lénine, parce que radical c'est une chose, extrémiste c'en est une autre. Lénine dit l'extrémisme de la maladie enfantine du communisme. Alors, ne confondons pas être radical avec être extrémiste. Être extrémiste signifie très souvent être hystérique ou être plus indigné et ne pas savoir quoi faire. Radical peut être très serein. Il ne veut pas dire qu'il baisse les bras. Hein. Nous devons non seulement avoir une vision claire du pouvoir et dévoiler les méthodologies possibles pour en modifier le cadre, mais serons aussi appelés à réécrire le langage. De là, le cours de communication. Le langage est fondamental. Déjà, nous sommes à une époque dans laquelle, comme disait, comme prévoyait, et voilà, les mots n'ont plus de signification. Donc, chacun dit quand on dit un mot, 10 personnes disent, par le même mot, disent 10 choses différentes. Et puis, il y a des mots fondamentaux qui ont été utilisés d'une manière telle qu'ils renvoient immédiatement à une vision complètement différente. Alors, à ce moment-là, ça crée un grand problème, parce que soit on refuse les mots, soit on l'accepte. Mais si on l'accepte, il faut expliquer que ces mots-là n'est pas tel comme les gens l'ont présenté. Alors, la question, je pense que c'est toujours là,
il ne faut jamais être dans la défensive, être dans l'offensive. Donc, il faut imposer le langage, il faut imposer la dialectique, il faut imposer, il ne faut pas la subir. Nous avons l'habitude de la subir, parce que nous sommes toujours, je ne sais pas pourquoi en fait, mais on est toujours un peu conditionné par l'entourage, qu'on nie psychologiquement, idéologiquement, mais dès que l'entourage on l'a en face, on est toujours conditionné, ce qui est complètement stupide. Il faut au contraire le déboussoler. Il ne sera pas non plus suffisant de acquérir le langage si on ne l'a pas auparavant amplement modifié dans sa tête et dans son cœur, justement. On ne peut pas non plus le faire si on n'a pas acquis la psyché collective d'aujourd'hui. Donc, ce qui est fondamental, comprendre la psyché collective ne signifie pas se l'approprier, mais l'identifier pour ensuite la soigner. Il est donc avant tout nécessaire de nous guérir nous-mêmes de toutes les séductions de cette psyché. Pour être plus clair, celui qui court après les consensus part vaincu d'avance, parce qu'il s'adapte à la psyché collective, alors que celui qui obtient le consensus sans changer son âme gagne. La même règle que celle du rapport entre les sexes s'applique. Moins on est obsédé, plus on trouve sur son propre chemin. Avec le même esprit ludique et le même naturel, on crée les entreprises héroïques et les actions réussies. Vivre avec ironie, c'est vivre aussi avec bien physiquement que métaphysiquement. Et c'est la base de l'alternative à l'angoisse qui nous cloue tous les jours une existence privée de sens au-delà de l'existence elle-même. C'est-à-dire, les gens sérieux ne se prennent pas au sérieux, mais sont sérieux. Et c'est fondamental. Très souvent, on se prend au sérieux. Et quand on se prend au sérieux, on n'est pas sérieux. Mais ne pas se prendre au sérieux signifie l'être vraiment. C'est subtil, mais c'est gréco-romain. On devrait donc partir de l'analyse du rapport angoisse-esclavage pour ensuite affronter les pouvoirs entendus aussi bien dans son esprit, dans son idéologie, dans ses projets et du point de vue des possibilités d'intervention salutaire qui s'offrent à nous. Et c'est de la manière la plus objective possible, comme un ensemble de diapositives et de photographies qui aident les individus, les communautés et les forces métapolitiques et politiques à tendre vers l'efficacité. Cela ne suffit pas. En faisant cela, nous devons aussi comprendre la différence qui existe entre des concepts désormais confus entre eux. Par exemple, État et système, qui doivent être rectifiés non pour un exercice intellectuel en soi, mais parce que la confusion des termes est la base de la subversion qui amène au chaos. Et son antidote est l'intérieur de toi-même. Et tu dois savoir le retrouver. Merci de votre attention. Je vous laisse poser des questions pendant quelques minutes, peut-être par écrit. Le cadre défini ici n'est-il déjà l'œuvre en Italie avec Casa Pound? Le cadre défini ici en Italie, bon, c'est trop gentil là. Non, le cadre défini ici, il est à l'essai dans plusieurs niveaux en Italie, mais nous sommes encore bien loin de le mettre en route. Déjà, c'est déjà intéressant que ça commence à avoir l'idée. Mais pour que ce soit en route, par exemple, il faut créer tout un réseau important avec les PME. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'est pas encore à l'œuvre. Disons qu'il est à l'étude. Or, ceci dit, bien sûr, il y a des attitudes qui sont intéressantes. Donc, dans les sociales, dans certains niveaux, il y a plusieurs éléments intéressants. En Italie, bon, il y a la Casa Pound, il y a l'Altazione, il y a Casa G, il y a certains groupes ou tribus italiennes qui ont quand même obtenu, qui obtiennent des résultats locaux intéressants. Mais bon, pour y arriver jusqu'à en faire un système, il faut encore beaucoup. Alors, la puissance militaire allemande est ridicule par rapport à sa puissance économique. Comment peut-on laisser le leadership dans ces cas-là? Oui, mais justement, l'Allemagne ne peut pas avoir un leadership en tant qu'Allemagne. L'Allemagne a un très fort leadership diplomatique, économique et mental, qui ne peut que devenir la tête d'une très forte force européenne. Simplement, la question est justement ce qu'on essaie d'empêcher. C'est-à-dire, c'est que les Américains et les Anglais essaient d'empêcher.
Donc, et surtout la cassure du front de l'axe carolingien sur lequel il joue beaucoup. Alors évidemment, l'Allemagne ne peut pas s'imposer parce qu'elle n'a pas de trucs militaires. Mais attention, parce qu'il y a des relations très intéressantes. Par exemple, non seulement entre l'Allemagne et la Russie, contrairement à ce qu'on imagine, mais il y a une très forte guerre qui se passe en Chine, parmi les clans principaux. Il y a surtout celui qui tient l'armée, qui est très pro-allemand, pro-japonais, pro-européen. Donc, les possibilités sont assez importantes. Envisagez-vous différentes approches selon le territoire, qui soit urbain, rural, selon les contextes locaux. Oui, bah forcément, Tony, je l'envisage, mais c'est pas enfin, je pense que c'est surtout que les gens doivent les envisager eux-mêmes. Il est fondamental, si la logique est impériale, c'est une logique d'impérium. La logique d'impérium, c'est une logique de localité, c'est une logique d'identité, c'est une logique de diversité dans l'universalité. Donc, absolument, je pense que ça serait même impossible de ne pas avoir des approches différentes selon le territoire et les contextes locaux. Donc, dans l'absolu, je l'envisage. Pour mémoire, la France a un système satellite d'observation et d'observation, bien sûr, c'est vrai, et je dirais davantage, c'est très lié avec l'italien actuellement, mais j'ai des amis qui sont justement comment ça s'appelle, à l'ENIA, espace, qui m'expliquent que de toute façon, les plus performants techniquement restent les Allemands, encore maintenant. Alors, ceci dit, si on arrive à faire la logique qui avait mené Kohl à Mitterrand tout au départ, c'est une grande chance et c'est là qu'il faut le faire. Et c'est vrai que la France a des armes nucléaires, absolument. Si, mais c'est justement à cause de ça que les Américains ont misé tout sur la France à partir de Sarkozy, parce qu'ils veulent éviter qu'il y a une autonomie européenne. Donc, absolument. Simplement, l'Allemagne a une tendance réelle dans la dynamique réelle à niveau international, à niveau diplomatique et à niveau industriel. Oui, regarde ce qu'il arrive en Chine, ce qu'il a fait. Point de vue, disons le capitalisme allemand, il est la locomotive. En France, la logique, bon, la France n'est pas l'Italie, mais c'est une logique pas tellement systémique non plus. Donc, le vrai problème, c'est en plus, l'axe carolingien, c'est vrai fondamental, parce que l'Europe est divisée, d'après moi, en 3 secteurs fondamentaux. L'Est, le Sud et le Nord, qui sont des systèmes mentaux et sociaux complètement différents. Ils peuvent être liés par une logique impériale et par des éléments connectifs, en particulier satellites. Mais justement, la France, qui ne sait pas si elle doit être aller vers le sud ou vers l'est, ce serait l'axe serait ce qui permettrait à l'Europe de ne pas aller dans le mille côtés. C'est justement si la France reprend sa logique carolingienne qu'il y avait sous Mitterrand et que sur laquelle en fait elle est un peu fautive de rien dans le dernier temps. Doit-on pourtant négliger la dimension électorale? Non, pas du tout. Au contraire, moi j'ai toujours dit le contraire. Je suis pas en train de faire le discours sectaire et puriste. Les élections ne servent à rien. C'est absolument absurde. Les élections servent à beaucoup de choses. Certes, à permettre de dynamique, de contexte, de diffusion d'idées, de relations les plus larges possibles avec beaucoup de monde. Simplement, il faut voir que il n'existe dans l'histoire, aucun parti politique qui a pris le pouvoir ou qui a tenu le pouvoir pour la simple voie électorale. Parce qu'il y a toujours un travail précédent et continuel, que ce soit par les communistes, les démocrates chrétiens, les fascistes, les nazis, les social-démocrates. Ce n'est pas simplement le référendum. Il y a un personnage, il y a Trump qui dit l'Amérique, ça suffit, ça change tout, et ça change tout. C'est pas ça.
Donc, la dimension électorale est absolument importante. La preuve en est que toutes les révolutions nationales, pratiquement, sauf celles qui sont sorties d'une guerre civile en Espagne, elles sont toutes sorties quand même d'une victoire électorale, mais ils avaient fait beaucoup de choses avant, et donc ce qui a permis de faire beaucoup de choses après. Un mot sur le rôle de l'Allemagne en relation avec la crise migratoire, double jeu. Oui, alors, Vincent, tout à fait d'accord, double jeu, mais enfin, c'est plus complexe que ça. Parce que si nous voyons la Merkel d'un côté et Schäuble de l'autre, ils s'opposent sur la question migratoire, par exemple. Mais la question est, se pose-t-il réellement, se pose-t-il pas réellement? On peut pas le savoir parce qu'il y a des équilibres différents. Schäuble parle surtout à l'Allemagne et la Merkel parle surtout à l'Europe, parce que la Merkel, la communauté internationale, la Merkel, d'une certaine manière, essaie de jouer le rôle du chancelier d'Europe. Alors, vu que les Américains et Soros, l'Église, demandent absolument qu'il y ait une migration massive, ils ont demandé qu'il y ait 1 million d'immigrés en Allemagne, évidemment, la Merkel a dit oui, c'est magnifique, mais entre-temps, ils ont quand même essayé de bloquer, ils essaient de choisir, ils ont passé l'accord avec les Turcs, enfin, c'est un ensemble de double, triple jeu, absolument. Ceci dit, il ne faut pas confondre quand on parle de choses, parce que moi, je parle de choses en puissance. Alors, je parle du tissu allemand, je parle de la puissance de la diplomatique allemande, et je parle de l'efficacité, par exemple, satellitaire, je parle de connexions économiques qui nous projettent même dans certaines géopolitiques et géoéconomiques intéressantes. Je ne parle pas du gouvernement allemand. Parce que par exemple, quand on parle des Grecs, on peut pas penser simplement à Tsipras. C'est comme les choses sont plus complexes que ça. Donc je soutiens pas le gouvernement allemand. Faut pas se tromper là-dessus. Faut pas donner une mauvaise impression. Sur tout le genre de choses sur lesquelles il y a du simplisme, d'après moi, il faut aller différemment. Par exemple, l'histoire de l'euro. L'histoire de l'euro, aller différemment, il ne suffit pas qu'il faut être pour la BCE ou pour être pour l'euro en soi. C'est-à-dire, il faut voir quels sont les enjeux réels, qui sont les forces qui se contraposent, et qu'est-ce qu'on demande d'un côté, qu'est-ce qu'on demande de l'autre, et surtout s'il y a des solutions possibles, des solutions applicables, qui consentent de ne pas faire faillite ou faire faillite, comme c'est aujourd'hui la position qui est dans la position binaire qui nous est imposée. Est-ce que vous voulez faire faillite en euro ou vous voulez faire faillite hors de l'euro? Il y a des possibilités différentes.